Alors bon matin tout le monde. On est bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, c'est Maud Rovalière, professeure invitée à l'UQAC. J'ai avec moi ma collègue Marie-Maude Samourin-Laflamme, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université Laval. Puis on a Caroline Richard aussi dans le fond, qui a participé également à la préparation de la présentation, là, qui sera là si jamais on est vraiment dans le fil pour répondre à vos questions. Arriver trop tôt. Donc aujourd'hui, en fait, on est là pour vous présenter la revue de la portée qu'on est en train de mettre en place sur l'éducation par la nature. Donc, quels sont les défis, en fait, qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant dans notre cheminement et les perspectives, donc, vers où on s'en va dans la revue de la portée. Donc, d'abord, en guise de mise en contexte, je vais te parler un petit peu là, de l'éducation par la nature. En fait, pour ceux et celles qui ne seraient pas familières avec l'approche, l'éducation par la nature, c'est pas un programme éducatif en soi. L'éducation par la nature, c'est plutôt une approche, voire une philosophie là, qui permet d'orienter les services éducatifs à la petite enfance. C'est une approche qui préconise un contact étroit là, des tout-petits avec la nature, que ce soit là, par la fréquentation de milieux naturels ou alors par l'intégration d'éléments naturels à une installation. Donc, c'est une approche qui est orientée autour de 8 principes que vous voyez ici. Je pourrais pas vous nommer et vous décrire les 8 principes ce matin, mais je peux vous en nommer quand même quelques-uns. D'abord, une autre vision du temps. C'est une approche, on dit lentement, longtemps, souvent, régulièrement, en tout temps. Mais c'est une approche qui préconise un autre rapport au temps, en fait, où les périodes de jeu et d'exploration des enfants, de périodes de jeu libres, sont prolongées. Puis il y a une souplesse dans l'horaire aussi qui est encouragée. Donc, je pourrais vous parler aussi du troisième principe, là, qui est la pédagogie émergente. Donc, en éducation par la nature, on met en place une pédagogie qui est dite émergente. Donc, c'est dans les approches qui sont centrées sur l'enfant. Donc, c'est une approche qui mise sur le jeu et les explorations libres de l'enfant dans son interaction avec l'environnement, notamment l'environnement naturel. Et on peut penser ici là, au deuxième principe, là, avec le lieu riche en biodiversité et en matériaux libres et polyvalents. Donc, l'éducation par la nature, c'est en plein essor, en fait, au Québec. Il y a de plus en plus de milieux éducatifs qui s'intéressent à l'approche. On peut le voir là, ici dans la carte en haut, qui a été réalisée par la QCPE et qui présente, en fait, des milieux qui ont mis en œuvre l'approche. Donc, on peut voir que c'est très effervescent. Et cette émergence-là, cette effervescence-là, elle dépasse en fait le Québec. Ça se passe aussi à l'international. On peut le voir notamment dans le graphique ici aux États-Unis. Depuis, on voit c'est à peu près 2012, il y a une multiplication là quand même de manière exponentielle des milieux qui ont implanté l'approche. Puis également, dans la foulée de la pandémie de COVID-19, on s'aperçoit que l'approche a pris une certaine expansion parce que d'abord, il y a un certain avantage parce que on n'a pas besoin de porter de masque étant donné qu'on est à l'extérieur. La distanciation physique aussi est plus facile étant donné qu'on est à l'extérieur. Puis là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que vu que justement une certaine souplesse dans l'horaire, ça libère l'adulte de certaines tâches. Par exemple, on peut penser à la désinfection des jouets en temps de pandémie qui était quand même une tâche importante. Donc, l'adulte a un sentiment plus de bien-être, puis ça va le rendre davantage disponible pour interagir avec les enfants, puis soutenir de ce fait ses apprentissages et son développement. En ce qui a trait à la recherche, évidemment, ça suit cette effervescence-là, cette ébullition. C'est un champ de recherche qui est en pleine ébullition. Il y a des nombreux bienfaits là, qui ont été rapportés par différentes études sur le développement global des enfants, notamment l'autorégulation, l'estime de soi, la résilience, le développement socio-émotionnel, la sensibilisation à la nature. Je vous les nomme pas tous, mais c'est pas non plus une liste qui est exhaustive. Il y en a beaucoup d'études qui se penchent là-dessus. Donc, c'est un champ de recherche, là, comme je l'ai dit, qui est en pleine ébullition. Il y a de nombreuses études qui ont été publiées, plusieurs recensions systématiques. Depuis 2020, on compte 118 articles publiés, 37 recensions systématiques, revues de la portée ou revues de littérature. Or, dans ces articles, dans ces études-là, les effets sur le développement global de l'enfant sont souvent inconsistants. Puis on a aussi certaines choses qui nous questionnent.
il y a des concepts qui sont à définir mieux, à explorer davantage, notamment celui même de l'éducation par la nature. Qu'est-ce que c'est pour les articles scientifiques, l'éducation par la nature? Et certains domaines de développement aussi qui sont surreprésentés là, dans le corpus d'articles, notamment là, on peut penser au domaine physique et moteur qu'on voit beaucoup, et le domaine langagier qui est souvent un peu moins présent. Et enfin, dans les pratiques réelles des personnes qui œuvrent en éducation par la nature, qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là? Comment ça se passe en contexte réel? Là, on en sait très peu. Ce qui nous amène donc à notre question de recherche dans le cadre de cette revue de la portée, qui est la suivante. Quels sont les effets de l'éducation par la nature sur le développement global des enfants de 0 à 6 ans en contexte éducatif? Moi, je vais vous parler un petit peu plus de la méthodologie de l'étude. J'ai été très présente, là, donc je passais au travers de différentes étapes dans cette recherche-là. D'abord, je vais faire une petite conceptualisation avec vous au niveau des synthèses de connaissances. Parce que peut-être êtes-vous familier avec revue de la portée et revue systématique, et peut-être pas. Nous, au début, on ne l'était pas, mais il y a effectivement quelques différences entre les deux. Puis ça, c'est la première étape qu'on a passée à savoir où est-ce qu'on s'en va dans notre étude finalement. Donc, est-ce qu'on souhaite faire une revue systématique ou davantage une revue de la portée? Et donc, une revue systématique, on parle de repérer, évaluer et vraiment synthétiser des données de recherche avec vraiment une question précise en tête, souvent dans des champs de recherche où il y a déjà eu beaucoup d'études avec des données rapportées particulièrement quantitatives souvent. Donc, généralement, c'est une question des démarches qui sont prédéfinies. Alors que quand on est dans une revue de la portée, l'idée, c'est vraiment de venir chercher toute la littérature qui est pertinente à la question qu'on se pose, et c'est généralement un peu plus global. Donc, des questions de recherche qui sont larges, qui sont répondues par des méthodologies également qui sont variées, donc on peut avoir une meilleure équilibre quantitatif, qualitatif ou même mixte. Certains critères d'inclusion et d'exclusion peuvent être vus tout au long du processus, alors que pour la revue systématique des écrits, on décide vraiment quel type d'études on souhaite avoir au début, puis on s'y tient. Alors que dans notre cas, c'était un peu comme une exploration de la littérature. Donc, notre compréhension puis nos besoins ont évolué aussi avec le temps. Donc, on est allé davantage vers une revue de la portée. Je vous ai mis ici les étapes d'une revue de la portée. Si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous envisagez de faire, sachez que vous pouvez aller sur Prédicteur. Je vous ai mis une petite source en haut si jamais vous voulez chercher ça sur Internet. Ça vous permet de planifier à peu près combien de temps estimé ça pourrait vous prendre une revue de la portée, une revue systématique. Puis on voit que les chiffres sont inscrits à la droite. Donc on a chacune de nos étapes, là, planification, recherche, filtrage, extraction et finalement diffusion. Les chiffres, généralement, c'est le nombre de journées à temps plein qu'on peut passer sur une revue systématique des écrits. Donc, on s'entend que 165 jours, donc presque une demi-année, peut être passée à temps plein par quelqu'un à faire une recension des écrits. Évidemment, généralement, on a une plus grande équipe, donc on peut se partager les tâches. Mais sachez que c'est tout de même une bonne entreprise, là, tout de même. Alors, voilà. Et nous, de notre côté, je vous ai mis un petit peu les différentes étapes qu'on a passées au travers avec une idée du temps que ça nous a pris. Ce qui est intéressant, c'est que la planification, ça nous en a pris vraiment moins que ce qui était estimé, probablement parce qu'on a été constamment en planification finalement dans notre processus. On n'avait pas tout bien déterminé au début. Puis ça a été aussi, ça fait partie d'un des défis de notre recherche qui était plus large également. Donc, ça nous a pris à peu près 12 heures et on a commencé ça en janvier 2023. Donc, vous comprenez que ça fait déjà 1 an et quelques mois qu'on y travaille. Donc, ensuite, la recherche des textes elle-même, en fait, s'est passée entre avril 2023 et juillet 2023 et on a eu l'aide très précieuse de nos personnes bibliothécaires qui connaît très bien les bases de données et qui est capable de construire aussi la stratégie de recherche avec les mots-clés. Ce dont je vous conseille fortement si jamais vous souhaitez faire également ce genre de recherche. Donc, ça nous a pris à peu près 10 heures avec la bibliothécaire et on peut noter qu'on a à peu près 7526 textes qui ont été identifiés à cette étape-là. Donc, on a parti avec 7000 textes à trier, en fait. Ensuite, on a fait notre filtrage, plusieurs tris. Donc, on peut voir que ça nous a pris 130 heures le premier, 111 heures à plusieurs personnes. Et on est parti de nos 7000 textes, on a fini à 300. Qui venaient vraiment plus répondre à nos besoins.
Et présentement, on est vraiment dans l'étape d'extraction et d'évaluation. Donc, on est en train de relire chacun des textes, aller chercher des informations qu'on souhaite avoir pour répondre à notre question de recherche qui était quels sont les effets de l'éducation par la nature sur le développement des jeunes enfants. Ça vous donne un petit peu une idée. C'est un Prisma flowchart. Donc, pour chacune des étapes, on a le nombre de textes qui ont été choisis, qui ont été extraits, tout ça. Donc, on peut voir que quand même, il y a beaucoup de travail qui est fait à seulement déterminer si les textes entrent ou pas dans la question de recherche. Et ça nous amène, dans le fond, à nos défis et nos enjeux méthodologiques, desquels je vais vous parler un petit peu plus. Donc, un premier enjeu qu'on a rencontré, c'est définir l'éducation par la nature. Là, ça semble peut-être très clair pour vous dans votre tête. Pour nous, ça l'était pas, puis ça l'est toujours pas, puis on continue de se questionner là-dessus. Parce qu'il y a des choses qu'on voit dans les textes où est-ce que, bon, quand tu dis, OK, un enfant qui, avec sa classe, va dans la forêt, bon, généralement, je peux considérer que c'est éducation par la nature. Si c'est une fois que la classe y va, parce qu'on a essayé quelque chose, est-ce que c'est de l'éducation par la nature? C'est une question qu'il faut se poser. Si jamais l'étude se concentre sur l'effet d'avoir des arbres autour de soi, mais sans nécessairement être vraiment en pratique éducative en éducation par la nature, est-ce que c'est de l'éducation par la nature? Donc, nous, on a déterminé que non, seulement le fait d'avoir du vert autour de nous, c'était pas nécessaire, ça prenait vraiment une participation active, finalement. Donc, ça, c'est toutes des questions qu'on s'est posées et qu'on continue de se poser, là, je le préciserai. Donc, vraiment définir c'est quoi notre contexte, ça n'a pas été facile. Et dans les études elles-mêmes, la définition n'est pas semblable d'une étude à l'autre. Donc, ça fait partie également des défis. On a aussi une prépondérance dans notre domaine d'études qualitatives parce que comme c'est un domaine qui est beaucoup en expansion, ben on est beaucoup en exploration aussi. Donc, on voit quelles sont les limites du champ de recherche. Ce qui fait aussi qu'on a moins d'études qui sont systématiques avec des mesures très précises du développement de l'enfant. Donc là, il faut se questionner, est-ce qu'on se concentre effectivement sur des mesures davantage quantitatives qui vont donner des données, là, des chiffres, ou est-ce qu'on va chercher plus en détail ce que l'auteur a voulu dire dans le qualitatif sur le développement de l'enfant. Donc, est-ce que, par exemple, la perception d'un enseignant qui nous dit « Moi, je trouve que ça développe la créativité », est-ce que c'est le genre de données qu'on va rapporter dans notre étude aussi? Donc, est-ce que perception versus mesure, c'est quelque chose qu'on réfléchit? Et on a généralement des méthodologies qui sont un petit peu atypiques, là. On pourrait penser à des journaux de bord d'enseignants. Donc, là, il faut vraiment se réfléchir sur ce genre de type d'études. On pense aussi également, là, quelques défis qu'on a rencontrés. Choix du type de synthèse de connaissances, comme je vous en ai parlé, là, synthèse, en fait, revue systématique ou revue de la portée. Puis nous, on est vraiment allé vers une revue de la portée parce qu'on s'est rendu compte que le champ était tellement large qu'on n'avait pas le choix de un petit peu s'adapter en fonction de ce qu'on rencontrait, malgré qu'on a quand même notre question de recherche qui est à la base. Et on fallait aussi réfléchir à la pertinence au regard de la littérature antérieure, parce que comme on vous a montré au début, ben les revues systématiques des écrits, il y en existe en éducation par la nature déjà, mais elles vont pas nécessairement toucher tout ce qu'on aimerait toucher. Est-ce qu'on peut voir les mécanismes qu'il y a en arrière? Qu'est-ce qui fait que ça a des effets sur le développement de l'enfant? Ça, on n'est pas encore capable de savoir, de le dire. Donc, on a ces problématiques-là. Et finalement, évidemment, vous aurez compris quand vous avez vu mon beau tableau de 165 jours, ben on a des limites qui sont structurelles, temporelles au niveau du personnel. Donc, ça prend l'implication de plusieurs personnes. On doit mettre à jour nos données normalement à chaque année aussi. Donc, si vous n'avez pas terminé votre recension des écrits après un an, on part le processus de retrouver des articles. Donc, on est quand même limité sur le plan du temps et on a des exigences également d'un bailleur de fonds. Donc, on doit malheureusement choisir certains aspects plus précis alors qu'on souhaiterait donc faire l'analyse de l'ensemble du champ de recherche. Alors, cela dit, on vous amène quelques pistes de réflexion. Déjà, on a quelques petits résultats qui sont ressortis de notre recension qu'on vous présente ici. Si on peut voir, en fait, là, quelques petits résultats là, qui sont ressortis de la revue de la portée. Donc, sur nos 299 articles retenus, comme vous l'a dit Maude, là, on a une prépondérance de devis qui sont qualitatifs. Donc, on a 52% là, de nos articles qui sont dans des devis qualitatifs, puis la reste en devis mixte puis en devis quantitatif. Quant à la fréquence d'exposition, là, ça évoque bien le fait là qu'on a
on a un questionnement par rapport à la définition même de l'éducation par la nature. On a 56% de nos articles qui ont une exposition de 1 fois par semaine ou plus. C'est-à-dire que est-ce qu'on considère là ces 44% d'articles où il y a une exposition qui est soit ponctuelle ou moins d'1 fois par semaine comme étant de l'éducation par la nature? Pour le moment, on a fait le choix de se concentrer là sur 1 fois par semaine ou plus, mais la question se pose quand même. Et maintenant, ici, quelques résultats concernant les articles par domaine et par type de devis. Donc, ce qui est quand même un peu étonnant, c'est que le domaine physique et moteur n'arrive pas en première place en importance, c'est plutôt le domaine cognitif. Puis le domaine physique et moteur arrive en 3e place en importance, derrière même le domaine affectif. Donc ça nous a un peu étonnés. Par contre, le fait que le domaine engagé était pas très représenté, là, on a près d'une 30aine d'articles quand même, mais ça nous a un petit peu moins étonné. Merci. Alors, malgré tout, on vient de vous parler de plein de défis qu'on a rencontrés, mais on continue tout de même notre étude. On n'a pas décidé de l'abandonner, évidemment. Donc, on pense que c'est tout de même un travail qui est important à faire, même si ça prend beaucoup de temps, même si ça prend des réflexions de fond également, parce qu'elle aura plusieurs retombées. Donc, elle pourra permettre d'explorer les effets qui sont mesurés, observés ou rapportés sur l'éducation par la nature, sur le développement des jeunes enfants. On va pouvoir également mieux définir notre concept justement d'éducation par la nature, puisqu'on se rend compte, c'est que contrairement à certains autres champs de recherche où la définition des concepts est très claire, nous, peut-être qu'on va aller davantage vers un continuum de définition d'éducation par la nature. Donc, qu'est-ce qui en est moins, qu'est-ce qui en est plus? Donc, ça va être également aidant pour notre revue de la portée. On va ressortir aussi les questions principales auxquelles le champ de recherche souhaite répondre. Donc, ça, c'est une analyse qui est davantage qualitative. Donc, on cherche à savoir quoi quand on fait une étude sur l'éducation par la nature. Oui, le développement de l'enfant, mais quoi d'autre? Et finalement, donc, on souhaite identifier les pratiques qui ont davantage d'effet sur le développement de l'enfant. Donc, ça va être au travers des études, malgré que c'est pas, comme j'ai nommé, c'est pas des études qui ont des façons de rapporter de façon très typique. Alors, le travail se fait beaucoup dans l'analyse des articles eux-mêmes. Et quelques petits conseils si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans une revue soit systématique ou une revue de la portée. Donc, très important d'estimer le temps requis et la main-d'œuvre qui est nécessaire. Donc, c'est tout ce qu'il y a une certaine pénurie de main-d'œuvre, alors je vous conseille d'y penser un petit peu à l'avance. Donc, utiliser les services d'une bibliothécaire si possible, comme je vous ai parlé. C'est vraiment une personne qui est hyper aidante et qui connaît très bien le domaine. Là. Donc, tu peux vraiment vous conseiller sur les banques de données là, dans lesquelles aller chercher sur les mots-clés. Même nous, elle me disait, j'ai lu quelques recensions, puis j'ai rajouté tel mot-clé. Donc, vraiment un travail important. Précisez votre question de recherche le plus rapidement possible. Comme on a dit, nous, on a de la difficulté à cerner l'éducation par la nature, mais si vous souhaitez faire une revue systématique où rien ne change au niveau des critères, vous devez décider, nous, ça va être 1 fois par semaine avec une éducatrice dans le bois, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important à faire. Et mettre en place des rencontres de suivi hebdomadaire ou bimensuel, ça l'aide quand on est plusieurs personnes à réaliser la recension, à vraiment avoir une idée pareille finalement pour chacune des personnes, parce que comme on a dit, l'éducation par la nature, c'est un peu chacun différent qu'on a dans notre tête. C'est super important quand on est 3 personnes à venir sélectionner des articles. C'est quoi pour nous ça? Donc, ça, rencontrer souvent. Alors voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions.